Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des capsules Crégès COVID qui regarde les enjeux sociaux du vieillissement en temps de pandémie. Mon nom est Mélanie Couture, je suis votre animatrice. Je suis chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le Crégès, du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Aujourd'hui, nous allons aborder la maltraitance des personnes aidantes. Et aussi comment la pandémie a amplifié, modifié cette problématique. Puis bien sûr, on va aussi aborder les solutions potentielles à ce problème. Donc, aujourd'hui, je suis très, très contente d'avoir comme invitée Madame Sophie Etier, professeure à l'Université Laval et chercheure au CREGES, qui est justement spécialisée au niveau de cette thématique. Donc, bonjour Sophie. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va bien? Donc, on va le dire tout de suite, ça fait quelques années qu'on travaille quand même ensemble sur différents projets, puis au niveau de la maltraitance. Et là, je trouvais intéressant de t'avoir aujourd'hui du fait qu'on entend parler, bon, de maltraitance en résidence personne aînée dans les médias pendant la pandémie, en CHSLD. Et puis, toi, tu parles plutôt et tu vas amener la problématique aujourd'hui de maltraitance envers les personnes proches aidantes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce type de maltraitance-là? Oui, parce qu'en fait, c'est une forme de maltraitance qui est très peu abordée, hein. On en parle très peu, comme tu dis, cachée en fait. Mais je me suis rendu compte dans mon travail, moi je travaillais en proche aidance depuis plusieurs années. Je travaillais également en maltraitance envers les aînés, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose au milieu, donc à l'intersection, là, donc de la maltraitance envers les proches aidants, qui était quelque chose de présent, mais dont on ne parlait jamais. Alors, j'ai commencé là, un projet de recherche là, dans ce sens-là. Et la maltraitance envers les personnes proches aidantes, bien, ça prend plusieurs formes. On a vu dans nos résultats de notre recherche, en fait, il y a 4 provenances de maltraitance. Donc, cette maltraitance envers les proches aidants, elle provient de l'entourage, elle OK, provient des institutions, OK. elle provient des personnes aidées, mais aussi des personnes proches aidantes elles-mêmes. Donc, c'est vraiment de ces 4 provenances-là là, que provient la maltraitance. OK, là, voilà, tu m'expliques qu'est-ce que tu veux dire que la personne aînée, ben, la personne proche aidante se maltraite elle-même. Mais ici, évidemment, c'est plus sous forme d'auto-négligence ou OK, d'auto-maltraitance, au sens où la personne proche aidante va nier ses besoins, OK, va assumer le rôle de proche aidant au-delà de ses propres limites, par exemple, va faire en sorte qu'elle va accepter de se faire parler de telle façon, tu sais, de se faire dénigrer parfois dans l'exercice de son rôle ou d'avoir des jugements par rapport à ce qu'elle fait. Donc, elle va accepter ces choses-là. Donc, c'est dans ce sens-là que le proche aidant peut lui-même contribuer à sa propre maltraitance. donc c'est comme si elle se met trop de côté. Oui, c'est C'est ça. un peu ça, OK. Donc, c'est ça, elle s'efface trop, puis Oui, elle tient pas compte de ses propres besoins dans ce oui. rôle-là, là. Puis, OK. on sait très bien que la proche aidance conduit souvent à l'épuisement. Mmh. Donc, pour nous, ben, assumer ce rôle-là jusqu'à l'épuisement, c'est une forme d'automaltraitance également, là. OK, oui, ça fait du sens. Puis tu as aussi parlé du côté que les institutions moi, j'ai toujours pensé que c'était Mhm. surtout les personnes qui maltraitent, mais ce que tu dis, c'est que les institutions aussi peuvent, être maltraitantes, là, envers les Oui, personnes, ouais. oui, tout à fait. Puis évidemment, les institutions, ben, ça passe par les règles, par les normes, par les lois qui peuvent être contraignantes ou qui peuvent empêcher l'accès à certains services. Puis ça se manifeste évidemment à travers les intervenants, puis les professionnels OK. qui assurent, dans le fond, le respect de ces règles ou ces normes-là. Mais le fait, par exemple, d'imposer le rôle de proche aidant pour une institution, tu sais, sans demander aux proches aidants si on les volonté, les capacités de le faire, mais de prendre pour acquis simplement que parce qu'il y a un conjoint ou il y a un enfant qui est autour, que cette personne-là va d'emblée assumer le rôle de proche aidant sans même lui demander s'il a la capacité de le faire, c'est une forme de compétence ou de juger aussi sa façon de faire. Tu sais, on entend Mmh. à l'occasion là, des intervenants qui vont dire ben voyons donc, là, vous le gâtez ben trop, votre mari, là, vous pouvez bien avoir de la misère avec. Tu sais, donc, des exemples comme ça là, qui montrent que même les intervenants peuvent avoir des jugements là, envers les personnes proches aidantes sur leur façon d'exercer leur rôle.
Puis, peux-tu me donner un exemple de norme ou qui serait, par exemple, maltraitant de la part d'une institution? Ben, en fait, tu sais, des normes qui ne tiendraient pas compte des besoins des proches aidants. Tu sais, bon, on pourrait juste dire simplement le fait que le proche aidant actuellement n'ait pas de dossier dans le réseau de la santé Mm. et que le dossier ne soit qu'au nom de l'aidé. Et donc, on vient en aide à la personne aidée seulement et on va donner du répit au proche aidant. Mais le proche aidant a peut-être d'autres besoins que le répit, mais on ne tient pas en compte vraiment ces besoins-là, tu sais. Puis peut-être le meilleur exemple que je pourrais donner, là, c'est lors de notre collecte de données, le premier groupe de discussion qu'on a fait, on commence à peine la recherche, donc premier groupe, Mm. ça sort assez rapidement dans la première demi-heure. Il y a une proche aidante autour de la table qui dit, moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Puis là, on est en 2019, donc OK. ça lui est arrivé là, en 2019. Elle dit, donc moi, je suis alitée, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai de la misère à me lever, à marcher, je ne vais pas bien là, depuis un jour ou deux. Je suis alitée, je dois m'occuper de mon conjoint. Et je ne suis pas capable de bouger, je suis comme paralysée. Là. Mais elle n'a pas de pathologie, mais elle est comme probablement épuisée, sans doute, ou quelque chose du genre. Et donc, elle est paralysée dans son lit, pas capable de bouger. Et le CLSC vient à la maison ce jour-là pour s'occuper de son conjoint. Fait Mm. qu'elle lui demande à la dame qui vient du CLSC, elle lui explique la situation. Écoutez, moi, je ne suis pas capable de bouger, je ne peux pas me déplacer. Pouvez-vous m'aider? Je n'ai pas mangé. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé parce que mon mari, qui a la maladie d'Alzheimer, il n'est pas capable de m'aider. Je lui demande un café, il me dit oui, oui, puis il oublie de me Mm. l'amener. Donc, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Et l'intervenante du CLSC lui a dit, ben moi, je ne peux pas vous aider. Je suis ici pour votre mari. Le dossier est au nom de votre mari. Vous, vous êtes la proche aidante. Ça vous prendra un dossier. Donc, je ne peux pas intervenir avec vous. Je ne peux pas comme vous toucher. Je ne peux pas vous aider. Je n'ai pas le droit de faire ça. Puis, elle a dit, ben là, moi, il faut que je mange, il faut que je fasse quelque chose. Puis, l'intervenante du CLSC lui aurait dit, ben, appelez aux gens que tu, ils vont vous livrer quelque chose à manger. Donc, tu sais, c'est une situation absolument aberrante qui fait en sorte que c'est pas possible qu'on laisse des proches aidants dans cette situation-là là, actuellement. Donc, c'est une rigidité Mhm. qui fait que finalement, le proche aidant est laissé de côté et ses besoins ne sont pas comblés. Là, c'est ça que je comprends. Oui, c'est Là. ça. OK, C'est c'est ça. ça. Puis, puis là, cet exemple-là était pré-pandémie. Oui, Donc, exact. parce que depuis le mars 2020, tout a changé. Euh, donc, maintenant qu'il y a la pandémie qui est là, Mhm. euh, qu'est-ce qui a changé par rapport à la maltraitance envers les personnes aînées? Ben, en fait, envers les personnes proches aidantes, Excusez. en Oui, c'est fait, ça. donc, comme je disais, tu sais, la maltraitance provient de quatre sources. Donc, l'institution, proche Ouais. aidant, aidé et entourage. Et ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est qu'on a aussi 7 manifestations différentes OK. de la maltraitance. Puis, je vais nommer là, les 7 manifestations. La première, ben, j'en ai tous un peu glissé un mot, mais je vais juste les répéter tout ensemble. Donc, l'imposition du rôle de proche OK. aidant. Ensuite, les jugements sur leur façon de faire. OK. Ensuite, la normalisation du rôle ou encore de la maltraitance vécue dans l'exercice du rôle. La quatrième, c'est la dénégation de leur expertise. Mhm. La cinquième, c'est la dénégation des besoins, donc toutes des choses dont on a Ouais. discuté tantôt. Ensuite, l'utilisation de violences psychologiques, physiques ou sexuelles envers le prochain aidant, puis contribution à l'appauvrissement. Donc, ces 7 manifestations-là se retrouvent, peu importe la provenance. Et on voit très clairement que depuis le début de la pandémie, ces 7 manifestations-là ont été exacerbées, en fait, avec la OK. pandémie. Donc, ça n'a pas du tout aidé. On voit que de plus en plus, bon, par exemple, la dénégation de l'expertise du proche aidant, bon, on l'a clairement vu lorsqu'on a retiré, pour des raisons de santé publique, de sécurité qu'on comprend, là, mais qu'on a retiré l'accès aux proches aidants au CHSLD. Donc, comme les aidants ne pouvaient plus aller voir leurs proches, on n'a pas reconnu à quel point leur expertise est importante là, pour le maintien de la qualité de vie des personnes aînées en CHSLD et du personnel également. Donc, on a vu Mhm. l'impact que ça a eu. Donc, ça a exacerbé. Donc, on a encore plus nié leur expertise. Euh, on a, à l'opposé, normalisé le rôle des proches aidants à domicile parce qu'on parle très peu de la situation des aînés à domicile actuellement.
Et on prend pour acquis que les proches aidants vont poursuivre leur travail de proche aidance, mais avec la peur au ventre, comme tout le monde, avec moins de services, parce qu'il y a eu des services, des coupures de services au début là, dans le soutien à domicile. Ouais. Là, on a remis les services à domicile, mais en même temps, on a tellement fait peur aux gens que là, les gens ont des peurs parfois de faire entrer à la maison des intervenants qui ne sont pas vaccinés, etc. Mhm. Donc, les proches aidants choisissent finalement, dans certains cas, de ne pas recourir aux services pour ces raisons-là. Donc, on normalise le rôle, on en demande encore plus. Donc, on impose encore plus aux proches aidants là, des responsabilités encore plus grandes. Donc, tout ça, la pandémie a comme exacerbé, en fait, dans ce sens-là. Dénégation de leurs besoins également. Les premiers services qu'on a coupés, bon, on peut le comprendre aussi, c'est tous les groupes de soutien pour les proches aidants, par exemple, qu'on a dû transformer dans certains cas là, en groupe en ligne. Heureusement, la résilience des proches aidants et leur capacité d'adaptation a permis de faire cette transition-là pour plusieurs d'entre eux. Mais donc, toutes ces manifestations-là, finalement, de la maltraitance envers les proches aidants a été exacerbée dans le contexte de pandémie. Ben oui, c'est ça, c'est que si les services formels étaient coupés, ben c'était automatiquement le prochain aidant qui devait tout prendre en charge à ce moment-là. Parfait. Tout à fait. Puis on a peu parlé, mais il y a les membres de l'entourage qui sont aussi maltraitantes envers le proche aidant. Et par exemple, en n'offrant pas de service, en n'aidant pas, on prend pour acquis que ma grande sœur va s'occuper des parents. Là, moi, je n'ai pas à m'en occuper, donc j'appelle pas ou je n'offre pas d'aide et tout ça. Et la pandémie a fait que comme on doit rester en cellule familiale, bien, ça justifie encore plus la non-implication des autres membres de la famille ou de l'entourage, parce que là, ils ne peuvent juste pas y aller, ce n'est pas légal d'aller là. Donc, ça justifie encore plus. Fait que le proche aidant se retrouve encore plus isolé, en fait, qu'il l'était déjà. Là. Déjà, les familles ne s'impliquent pas tout le temps, pas souvent. Donc, ça repose beaucoup sur une seule personne. Et là, encore plus. Puis comme tu dis aussi, l'accès des proches aidants est limité à un, à deux aussi dans certains Ouais. milieux. Donc, ça retombait tout sur la même personne, même si les autres voulaient s'impliquer également. Ouais. Puis, à ce moment-là, c'est comme si il y a le concept aussi de proche aidant de deuxième niveau, dans le sens que le proche aidant, un proche aidant pour le proche aidant, dans un sens de peut-être que quelqu'un vienne voir, puis le proche aidant ou le soutenir aussi là, plus précisément. Là. Bien, en fait, ça, c'est un peu là où notre projet de recherche s'en allait. C'était l'idée de développer une culture de bientraitance envers les proches aidants. Puis, prendre soin de quelqu'un vulnérable, ça ne doit pas reposer que sur une personne. Donc, il faut que la famille s'implique, il faut que la société s'implique. Donc, on ne peut pas, de la même façon qu'on dit ça prend une famille, un village pour élever un enfant, bien, moi, je pense que ça prend une communauté pour prendre en charge des personnes vulnérables. Et il faut arrêter de mettre ça sur le dos des seuls proches aidants. Et donc, dans ce sens-là, bien, il faut qu'on travaille à faire en sorte que le rôle de proche aidant soit le plus reconnu possible pour qu'on comprenne les implications, les enjeux de ce rôle-là, les risques que ça comporte. Et pour moi, il y a 3 risques. Donc, il y a le risque d'épuisement, on en a parlé tantôt, le risque d'isolement et le risque de maltraitance. Donc, si tout le monde devient au courant de ça, bien, juste cette sensibilisation-là va sans doute aider. Et tout le monde, on connaît un proche aidant autour de soi. Donc, tout le monde, on est capable de prendre soin de ces personnes-là. Tu sais, nous, on ne serait peut-être pas capable de prendre soin de la personne malade ou vulnérable, mais on pourrait prendre soin de l'aidant, par exemple. Donc, faire un appel, l'aider, l'accompagner des fois à un rendez-vous, tu sais, juste qu'elle n'a pas à stresser pour le stationnement ou payer le stationnement. Tu sais, on dit, ben gars, il faut que tu amènes ta mère à l'hôpital demain, je vais y aller avec toi. Je vais te déposer, je vais venir te rechercher dans 30 minutes. Tu sais, c'est un petit geste parfois pour quelqu'un de l'entourage, un ami, un voisin, mais ça peut faire toute la différence là, pour le proche aidant et ça va aller dans cette optique d'une culture de bientraitance envers les proches aidants. Puis, ce que je comprends de tout ce que tu as dit, c'est comme s'il y a une déresponsabilisation. La minute que quelqu'un qui dit « Moi, je suis le proche aidant, je vais le faire », c'est comme « OK, le rôle est pris, nous autres, on n'a plus rien à faire, on peut se dégager là, de ça. OK, le rôle est pris. » Alors que ce que tu es en train de dire, c'est que
Premièrement, le proche aidant a besoin d'aide, puis Mhm. c'est important d'être plusieurs aussi. C'est que c'est Mhm. pas une personne qui fait la job, puis on est correct, c'est Mhm. couvert, qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large il doit y avoir plusieurs personnes autour pour que ça se Mhm. passe bien pour le proche aidant, pour la personne aidée, et pas de dire dès qu'il y a une personne, on est correct. Bien, c'est ça, je pense. Évidemment, tu sais, chaque famille a son histoire, chaque situation est différente. Il y en a pour qui c'est juste pas possible parce qu'il n'y a personne. Tu sais, les familles, des fois, sont petites, les gens sont loin, bon, il y a peu, mais dans la mesure où on partage cette responsabilité-là, c'est sûr que c'est plus facile. Donc, c'est sûr que ça permet de donner du répit. Et des fois, c'est juste que les proches aidants n'osent pas demander d'aide aux autres membres de leur entourage ou de leur famille. Des fois, c'est l'entourage qui ne se propose pas. Et quand le prochain aidant tombe malade, ben les gens disent tu aurais dû me le dire, tu aurais pu demander, j'aurais pu t'aider. Mais souvent, ça ne se fait pas là, automatiquement. Donc, il faut peut-être faire l'effort d'y penser. Et c'est sûr que si c'est partagé, ça enlève beaucoup de fardeau là, sur la même personne. Ça, c'est clair. Puis j'ai déjà vu une famille où il y avait 7 enfants. Et en fait, le monsieur qui était atteint de troubles cognitifs vivait seul à la maison. Et les 7 enfants se partageaient 24 heures chacun à tour de rôle. Donc, à chaque jour, il y avait un enfant qui était là pendant 24 heures. Le lendemain, l'autre arrivait, l'autre arrivait. Ce qui fait que 7 jours semaine, 24 heures par jour, il y avait quelqu'un, un proche aidant qui était là. Et il y avait la chance de pouvoir le faire parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se dégager là, le jour, par exemple, etc. Puis ils étaient 7 en plus, ça tombait bien. Ouais. C'est pas le Oui. cas de tout, mais j'ai trouvé que c'était une belle image de vraiment une responsabilité partagée à l'intérieur de la famille. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc, puis moi, ce que je trouve souvent, tu parlais tantôt de c'est comme l'idée aussi que les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas tout ce que ça prend ou tout ce qui est impliqué dans être proche aidant. Tu parlais que pour élever un enfant, bon, ça prend un village, mais je pense que quand les gens n'ont pas été proche aidants ou n'ont pas été à la place du proche aidant, ils ne réalisent pas l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire et l'investissement que ça Mhm. demande aussi. Ouais. C'est sûr que les situations sont variables. Évidemment, il y a des personnes, des proches aidés qui ont besoin d'aide 24 heures par jour et donc là, la charge, elle est très lourde pour le proche aidant. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des aidés qui ont besoin d'aide plus ponctuelle. Donc, il y a des proches aidants qui vont donner de l'aide 1 heure par jour, 2, 3 heures par semaine. Donc, il y a une grande variété là, de situations à l'intérieur de ça. Mais l'idée quand même là, qu'on ne connaît pas tout ce que ça implique, ça c'est sûr. Puis que si on apprend dès le début, assez tôt, à partager son rôle avec d'autres personnes, c'est sûr que si la situation s'avère être plus longue que prévu ou s'avère plus difficile que prévu, bien, on a un réseau autour là, pour nous aider. C'est souvent pas ça qu'on prépare. On prend ça en charge puis on pense qu'on va être capable de faire, mais il ne faut pas oublier que le contrat de proche aidant, c'est un contrat qu'on n'a jamais signé. C'est un Mhm. contrat qui n'a pas de fin. C'est un Mhm. contrat dont on ne détermine pas le nombre d'heures à l'avance. C'est un contrat qui, normalement, en général, n'est pas payant non plus. Là. Fait que, c'est un drôle de contrat qu'on prend. Puis donc, il faut savoir un peu dans quoi on s'embarque. Puis malheureusement, on ne le sait pas souvent. Là. Tout à fait. C'est un contrat qui est dur à négocier. C'est ça que je Exactement. comprends. Donc, si on prend globalement, là, ce serait quoi la meilleure façon de prévenir peut-être ce type de maltraitance-là, là, en quelques mots? Qu'est-ce que tu dirais? Là? Bien, je pense que d'abord, nous, l'objectif de notre projet, c'était vraiment la prévention. Donc, et on passait par la sensibilisation. Donc, je pense qu'au OK. départ, si on fait de la sensibilisation comme on est en train de le faire là, juste d'expliquer que ça existe, on vient d'allumer des lumières. Là. On vient de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes vont faire attention là, dans leur entourage. Donc, déjà, si on informe les gens, le projet de loi 56 qui vient d'être adopté, là, qui va reconnaître puis soutenir le rôle de proche aidant, devrait nous aider dans ce Mhm. sens-là aussi, parce que là, ça va donner comme une visibilité au rôle de proche aidant, ça va donner des moyens d'action, ça va donner des services, ça va donner des ressources pour soutenir les proches aidants. Donc, déjà, on devrait avoir moins de maltraitance au niveau des institutions avec un tel projet de loi. Et je pense que si les familles, l'entourage, sont sensibilisés et on peut également sensibiliser les aidés. Il y a un certain nombre d'aidés, bien sûr, en raison de problèmes cognitifs, de problèmes de santé mentale. À certains moments, il y a des aidés qui ne sont pas en mesure là, de comprendre toute l'ampleur du travail qu'on fait pour eux, puis tout ce que ça exige, puis toutes
les besoins qu'on a, puis ils ne sont pas en mesure de comprendre les limites du proche aidant. Mais il y a beaucoup de proches aidés qui sont capables de comprendre. Et donc, on peut sensibiliser les aider également en leur disant, bien, si vous refusez un service, c'est sûr que vous aimez mieux que ce soit votre femme qui vienne vous donner votre bain. Je peux comprendre ça. Mais si vous refusez le service, bien, ça retombe sur le dos de votre femme et ça rend son rôle beaucoup plus difficile. Et ça, c'est une forme de maltraitance de la part de l'aider que de refuser des services qui allégeraient le fardeau du proche aidant. Fait que ça, on peut sensibiliser les aider aussi dans ce sens-là. Et je pense que, donc, il y a un travail à faire à tous les niveaux. Et le proche aidant, comme on disait en tout début, qui s'auto-néglige, bien, il y a aussi un travail à faire de ce côté-là, lui aussi, pour être capable de mettre ses limites, de moins accepter un certain nombre de choses, de demander de l'aide, de moins s'en demander à lui-même. Tu sais, souvent, les proches aidants ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Ils ont toujours l'impression qu'ils n'en font pas assez. Ils se sentent coupables constamment. Bien, ça, le proche aidant peut travailler là-dessus aussi pour éviter de s'auto-maltraiter. Donc, si on travaille tous ensemble dans le même sens, dans cette perspective de bien-traitance des proches aidants, je pense qu'on va y arriver. Je pense que ça va diminuer puis qu'on va vraiment prendre conscience de ce qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est très souvent non intentionnel, cette maltraitance envers les proches aidants. Il n'y a personne qui veut faire du mal à un proche aidant. C'est jamais intentionnel, mais le résultat est le même quand même. Bien, c'est ça, c'est de reconnaître le tort qui est causé puis qu'on réalise peut-être pas à ce moment-là. Ouais. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'au niveau politique, il semble avoir une ouverture pour justement aider cette sensibilisation, puis des moyens qui s'en viennent aussi à cet effet-là. Oui. Bien, la loi a été votée le 28 octobre dernier. Donc, selon la loi, dans les 6 mois suivant l'adoption de la loi, devrait sortir la politique nationale et suite à la sortie de la politique, dans les 6 mois, le plan d'action. Donc, on s'attend à ce que d'ici octobre, donc un an plus tard, on ait en main là, la politique nationale et le plan d'action. Et c'est là qu'on va voir à quel point là, l'État est prêt à mettre de l'avant les ressources nécessaires pour actualiser, en fait, les beaux principes qui sont dans la loi, parce que la loi, évidemment, elle est positive, tout le monde est d'accord, puis ça a passé à l'unanimité, personne n'est contre cette loi-là. Maintenant, on va voir comment ça va être appliqué dans la pratique, là, puis combien on est prêt à mettre d'énergie puis d'argent là-dedans. Oui. Donc, c'est à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle discussion. Donc, pour les gens qui sont intéressés, on a d'autres aussi capsules Crégeise COVID sur le site web, sur d'autres sujets, incluant un autre aussi concernant la maltraitance, mais en CHSLD. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Mélanie. C'est toujours un plaisir de te parler. Oui. Bye. Bye.